Bonjour tout le monde. Bienvenue dans nos webinaires du risque. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de la fidélité de plusieurs d'entre vous. Très heureuse aujourd'hui aussi d'accueillir la communauté de la sécurité civile au Québec et peut-être ailleurs. Vous pouvez peut-être nous écrire dans le chat si vous êtes d'ailleurs dans le globe. Mon nom est Manel, je serai l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui. Je suis directrice des partenariats et du développement au réseau RISC, Réseau Inondation Intersectorielle du Québec, un réseau financé par les fonds de recherche du Québec, les FRQ, dans ces trois champs SC, Société et Culture, Nature et Technologie et Santé. Donc, nous sommes un réseau intersectoriel qui couvre tous les champs de recherche qui traitent des inondations en contexte de changement climatique. Aujourd'hui, on accueille avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie Monsieur Patrick Lagadec. Et puis, je souhaiterais aussi dans le chat, écrivez-lui joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est sa fête. Donc, pour célébrer son anniversaire, il nous offre son temps super précieux aujourd'hui pour partager avec nous des informations sur la résilience climatique, de la sensibilisation à l'action. Je vais prendre quelques minutes pour le présenter, faire un petit topo de sa biographie qui est super riche d'ailleurs. Monsieur Lagadec, il est diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales et aussi de l'École des hautes études en sciences sociales. Il a un doctorat de l'État en sciences politiques et est directeur de recherche honoraire de l'École polytechnique et désormais intervenant dans le domaine de la prévention et du pilotage des crises majeures, du leadership en milieu instable et largement inconnu. Donc, il a consacré plusieurs décennies à des travaux de terrain sur des crises hors cadre pour construire une intelligence de ces univers déroutants et forger de nouveaux repères pour le pilotage stratégique désormais requis sur tous les fronts. Il a notamment développé et appliqué la démarche de force réflexion rapide comme outil d'aide à la décision en situation de grandes opacités. Il accompagne les organisations en France comme ailleurs dans le monde pour les aider à développer leurs compétences, aussi bien par des conférences, des séminaires, des expériences de simulation non conventionnelles, ou bien par des retours d'expérience. Donc, il a publié une vingtaine d'ouvrages. Saluez d'ailleurs le tout dernier, il vient tout juste d'apparaître. Je vous invite à aller consulter son blog pour le commander. Apparemment, il va arriver vers la fin du mois de novembre. Il va traverser l'Atlantique. Donc, il est actuellement en France et peut-être en Europe, mais aussi il va nous parvenir ici au Québec et au Canada très, très bientôt. Ces ouvrages, ils ont été salués par de nombreux prix, entre autres le prix de sécurité civile, le prix Raymond Delabrie des installations classées, le prix Fritz Wiener pour le prestigieux prix international de la Fondation Engelberg. Il intervient régulièrement à la télévision et à la radio ou sur les sites Internet, notamment lors de grands chocs comme celui du 11 septembre ou celui de Fukushima. Donc, je souhaite la bienvenue à Monsieur Lagadec et je vous souhaite un excellent webinaire. Monsieur Lagadec, à vous la parole. Merci. Merci, comme toujours, la grande délicatesse. Au Québec, cette fois-ci, je suis en visio et pas en vrai. Donc, je vais être assez rapide. On a vécu cet été une suite ininterrompue de méga chocs. Et mon idée, ça ne va pas être de vous résumer ces choses ou bien de voir avec vous une nouvelle fois ce que c'est que la gestion de crise, mais de réfléchir avec vous sur les nouveaux enjeux qui nous arrivent et que nous avons du mal à décrypter. Et surtout, ouvrir des pistes d'action. Parce qu'on risque beaucoup en ce moment de rester à des constats et de passer du constat à la désespérance et de la désespérance à la paralysie. Et donc, je crois qu'il est vraiment urgent de faire des choses. Et donc, c'est là-dessus que je vais attendre d'échanger avec vous. C'est ça qui est toujours passionnant parce que dans la salle, j'ai bien vu, il y a beaucoup de compétences et ça permet justement d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, je vais peut-être vous faire un petit exposé quand même que j'ai prévu. J'ai essayé avec Valérie Vermeulen, avec qui on a travaillé, de faire quelque chose d'assez rapide pour garder du temps. Donc, si jamais j'étais trop long, surtout vous m'interrompez. Donc, si je peux avoir... ah tiens, je ne l'ai plus, pom, pom. Partager, c'est pas ça que je cherche. Autoriser. Ah, comment je peux faire nouveau partage? Alors, pourquoi il ne veut pas venir?
C'est celui-là que je voudrais avoir. Voilà, ça y est. Oui, c'est bon. Il faut Les juste passer mystères à de la lecture. l'informatique. Est-ce Ouais. que je mets partager ou pas? C'est déjà en Bon, partage d'écran. Donc là, on voit votre d'accord. écran. Il faut juste Je lire. mets Oui, en lire. c'est bon. Là, vous voyez? Oui. Donc, j'avais trouvé pour qu'on puisse. Vous n'avez rien qui vous gêne là, parce que j'ai quelque chose qui est en blanc, peu importe. Donc, j'ai repris le titre du livre qui vient de sortir, Société déboussolée, ouvrir de nouvelles routes. Et je voudrais vous présenter quelques éléments pour commencer la réflexion avec vous. La première, je vais aller très vite sur ce qui nous est arrivé. En gros, pour résumer, on passe de l'accident à l'engloutissement. L'accident, c'est bien spécifique et on avait des réponses planifiées. Et aujourd'hui, on a des questions non identifiées. Donc, comment passer de l'un à l'autre, et ceci sur chacun des méga chocs qui nous arrivent. Alors, je prends quelque chose qui nous sont arrivés. La canicule et blackout. Vous avez peut-être vu cette étude aux États-Unis, Phoenix, en cas de blackout et de canicule, 800 000 personnes aux urgences. Et il n'y a rien qui tient pour travailler là-dessus. Et ils se sont dit, bon, si c'est moins grave et que c'est Atlanta, c'est 3%. C'est totalement hors atteinte de la capacité de nos systèmes. Je prends la sécheresse. On s'était interrogé sur Perpignan au mois de juin. Va-t-on devoir évacuer les 200 000 personnes pour 4 mois? Ce n'est pas une évacuation, hein. Si c'est 4 mois, il y a toutes les industries qui s'en vont. On joue à autre chose. Et si vous êtes Toulouse, comment vous acceptez 80 000 personnes qui vous arrivent dessus alors que vous n'avez rien, vous n'avez aucun problème? Voilà le genre de question. Inondation majeure, Paris, c'est plus 1910, hein, c'est autre chose. Et c'est une évacuation majeure pour 1 à 3 ans. Ça veut dire que toute l'économie et la géographie européenne est changée. Euh, Incendie de forêt hors contrôle, ben, vous l'avez vécu. Et New York ne peut plus respirer, mais également Toronto, et puis peut-être un peu Montréal. Les émeutes urbaines, je prends ça aussi parce qu'il y a aussi une surfusion au niveau de nos sociétés. Et j'ai cette idée cette image d'un sapeur-pompier qui dit à un jeune qui vient de mettre le feu à une voiture, mais si tu te mettais un peu à la place du propriétaire, réponse du jeune, bah, n'importe quoi, c'est la mienne. Alors là, vous savez vraiment plus comment vous prenez la chose. Voilà. Et c'est la même chose sur la santé, l'énergie, la justice, l'immigration, la finance. Et donc, vous arrivez à des grands points d'interrogation. Alors, pour faire le lien avec l'action, dans quelle situation on se retrouve, et j'ai trouvé que prendre une petite vidéo, ça fait 9 minutes à peu près, où est-ce qu'on se retrouve, quoi? Vous avez un téléphone, oui, oui, mais vous allez à pied à 174 km, quoi. Ou bien vous avez, ça c'est ce qui nous est arrivé à Rouen, euh, un nuage qui va jusqu'en Belgique. Et là, en gros, le message officiel, c'est rassurez-vous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le nuage, mais il n'y a pas de risque. Donc là, c'est la terreur. Et ce qu'ils disent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en charge, quoi? Et la réponse est, on attend que la crise rentre dans les plans, quoi. Bon. Les opérateurs en détresse, je vous ai remis ce qui s'est passé à Three Mile Island. J'aurais envoyé au diable le panneau d'alarme et ne donnait aucune information utilisable. Et là, aujourd'hui, il y a des tas de problèmes du genre, on tombe sur des rapports falsifiés. Enfin, ça n'a jamais été imaginé qu'on puisse tricher dans des systèmes de haute fiabilité. La sécurité informatique, qu'est-ce que ça veut dire pour des hôpitaux qui doivent rester, ou des services municipaux qui doivent rester totalement ouverts, et avec tous les chevaux de Troie qui sont depuis le frigidaire jusqu'au grille-pain. Qu'est-ce que c'est que des sauveteurs qui sont attaqués par les gens qui vont sauver? Donc, opérateurs enfin, dans le blanc. Les experts dans l'inconnu, et j'aime beaucoup cette citation d'une spécialiste de l'enseignement sur les crises enfin, sur les systèmes financiers. Il dit, nos modèles sont faits pour une quantité raisonnable de produits vendus. Et c'est à peu près ça partout. Sur tous les fronts, c'est fait pour du raisonnable. Or, aujourd'hui, on entre dans du déraisonnable. Et là, on vous dit, bah, tant que ce n'est pas rentré dans le raisonnable, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, les dirigeants, on avait sur 2008, là, personne ne sait que faire. Nous sommes dans un nouveau territoire, c'est la crise financière, et on a eu la même chose sur le Covid. Alors, les experts, bon, au moins c'est clair.
ou bien le retour à la règle. Bon, c'est clair aussi. Je fais quoi? Et puis, on est en situation diabolique, ce qu'avaient dit deux Américains dans les années 70. En gros, on n'arrive plus à trouver les causes. C'est tout de suite systémique. Les raisonnements linéaires ne marchent plus. C'est tout de suite à interaction immédiate. Il n'y a pas de retour à la normale. C'est en feedback positif général. Et le dirigeant n'a jamais été préparé à travailler là-dessus. Il a été préparé à demander qu'on coordonne les plans d'urgence. Et il a été préparé à bien communiquer en situation pour dire qu'on est avec eux et qu'on soit totalement transparent. Mais enfin, ça ne va pas suffire. Donc là, il y a vraiment un saut qualitatif à faire. Alors, bon, ça, c'est pour essayer de cartographier un peu. La bataille de l'action, dans mon bouquin, c'est beaucoup plus détaillé. D'abord, pour se dire qu'il faut se mobiliser, j'aime beaucoup cette pensée de Maurice Bellet. Le véritable optimisme consiste à poser que nous avons la détermination de relever les défis de l'histoire. C'est pas de dire que tout va bien, c'est que, attendez, ça va pas être facile, mais justement, on va y travailler. Bon, la première chose, décider de nouvelles cartes. Les cartographies mentales qu'on a en tête ne marchent plus. Et j'aime bien cette citation de Daniel Boorstin qui dit « Les cartographes d'Henri le Navigateur, 15e siècle, mirent du blanc partout où il y a du faux, du mythe et du sacré. » Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a aucun problème à échouer totalement avec une carte fausse, mais qui rassure. Par contre, se dire « on va créer une nouvelle carte », souvent c'est vécu comme beaucoup plus inquiétant que de suivre le chemin qui vous emmène à l'impasse. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Des méga-chocs. C'est nettement plus fort que tout ce qu'on avait imaginé. C'est de l'hybride, donc c'est pas mono-problème. C'est systémique, on a vu dans le Covid immédiatement. Et puis c'est polycrise, il y a plusieurs crises en même temps, et comment je fais? Et dans le même temps, on a des socles sociétaux en surfusion, avec une confiance extrêmement limitée, une défiance de plus en plus forte, et des tissus qui sont déchirés. Et tout ça, ça peut se mettre en masse, faire se prendre en masse à très très haute vitesse. Voilà les cartes dans lesquelles il va falloir travailler aujourd'hui. Alors, pour vous donner quelques exemples positifs, avec le général en charge de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, on avait fait une journée entière sur penser autrement. Ça veut dire quoi? On avait fait venir une dizaine d'experts, notamment celui qui avait géré les tours le 11 septembre ou le patron des sapeurs-pompiers de Tokyo. Et chacun avait 3 minutes pour dire voilà les questions sur lesquelles je n'ai pas les réponses et voilà les pistes d'invention sur lesquelles on pourrait travailler. 3 minutes. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas apprécié du tout, donc ils avaient fait un colloque contraire pour qu'il y ait le moins de gens possible là-dedans. Enfin, je vous passe les détails, mais on voyait très très bien que ça ne soulevait pas un enthousiasme démesuré. En Belgique, moi j'ai fait une expérience extrêmement intéressante il y a quelques mois. Le gouverneur qui était en charge de repenser le plan national de crise m'avait demandé de venir challenger son équipe d'experts. Pas de venir faire des exposés, mais est-ce que vous pouvez, sur l'analyse des risques, sur la préparation, sur l'intervention, ouvrir de nouvelles pistes, de nouveaux horizons. Et on avait travaillé comme ça par atelier. C'était absolument extraordinaire. Il y avait là-dedans le patron de les sapeurs-pompiers du port d'Anvers, enfin, des gens extrêmement pointus. Mais l'idée, c'était on va aller beaucoup plus loin. Des dynamiques d'action. Alors, les pistes, c'est l'expertise pour l'aberrant. Nous, on a une expertise pour, en gros, la courbe de Gauss, quoi. Mais c'est quoi lorsque c'est sur les extrêmes? Et le pilotage, alors là, c'est le gros problème pour les pilotes, être prêt à se saisir de l'inconnu. Et quand vous voyez ce que Agnès Buzyn dit sur le Covid, la ministre Santé, elle dit « Je n'arrive pas à les mobiliser ». Bon, alors évidemment, après, c'est difficile. Prêt à traiter des hémorragies, et pas quelque chose de spécifique. La capacité à prendre du recul, c'est-à-dire quelle est la question que je ne me suis pas posée? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Avec l'hypothèse, je ne peux pas avoir tout vu. Donc, prendre du recul. Mais quelqu'un qui n'est pas préparé, il ne va pas prendre du recul, il va foncer avec ses réponses, même si elles ne marchent pas. Savoir interroger l'expertise. En gros, ça veut dire qui peut me dire quoi, dans quel délai, avec quelle fiabilité. Et non pas que dit l'expertise. Et là, il y aura toutes les pathologies au niveau de l'expertise que j'explore un peu plus dans le livre, je n'ai pas le temps ici.
Ça va être des logiques de pari. Je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais il faut bien que je parie. Et il faut que je donne des jalons. Voilà ce que nous allons faire dans 15 jours, dans 3 semaines, etc. Quelqu'un qui n'a pas été préparé n'a aucune chance. Ça va tellement vite et c'est tellement angoissant que s'il n'a pas cette culture avec ses équipes pour travailler de cette manière, ça va être ne vous inquiétez pas, soyez pas pessimiste, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard, etc. Enfin, ça va patauger dans tous les sens. Retisser la confiance, et ça, c'est vraiment très, très important au moment où tout va à la défiance. Et la seule manière vraiment pour retisser la confiance, c'est de montrer que soi-même, on est préparé à ça. Si vous dites ne vous inquiétez pas, soyez optimiste, ça ne va pas le faire. Le choix des dirigeants, en gros, il faut prendre des gens qui sont qui n'ont pas forcément toutes les équations dans la tête, mais qui soient aptes à se mettre sur ces questions et y travailler. J'ai développé ce que j'ai appelé la force de réflexion rapide et j'ai été conforté à ça en voyant lors d'un séminaire quelqu'un qui nous a dit, j'étais avec ma femme en Arabie Saoudite et pardon, il était temps qu'elle accouche et ce jour-là, j'avais très peu d'essence dans la voiture. Donc j'ai éteint les phares, il y avait pleine lune, j'ai éteint la climatisation et au bout d'une heure, ma femme m'a dit, tu n'as jamais conduit aussi bien, mais tu vois, je crois qu'on s'est trompé de direction. Donc, on peut avoir tout bien fait, sauf que, mais on est complètement à côté, quoi. Force de réflexion rapide, c'est à côté des cellules opération et communication, à côté de la cellule dirigeant, cette force de réflexion rapide qui va se poser 4 questions. De quoi s'agit-il? Quels sont les pièges? Quels sont les acteurs? Quelles initiatives? Alors, c'est facile à dire, mais sans entraînement, c'est difficile. Et par contre, l'avoir fait même un tout petit peu en situation, c'est le jour et la nuit, quoi. Vous avez un groupe créatif qui se bagarre directement auprès sur la situation telle qu'elle se présente. Et j'ai vu dans les opérations qu'on faisait, tous ces gens de la communication, de l'opération, de dirigeants, venir en force de réflexion rapide pour avoir un peu de sens et se ressourcer intellectuellement. Réinventer une préparation. J'aime bien ce passage de John Barry sur la grippe espagnole. Il disait, il crée un système capable de produire des personnes qui seraient en mesure de penser de façon nouvelle. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Se préparer à être surpris. Et non pas préparer des réponses pour ne pas être surpris. On sera toujours surpris désormais. Les préparations, séminaires de préparation, c'est surtout pas pour leur dire attendez, voilà ce que vous devez savoir, maintenant c'est bon. Certes, il faut que pour toutes les situations déjà connues, sur lesquelles il y a déjà les réponses, et qui restent dans un milieu un peu classique, on ait cette excellence. Mais aujourd'hui, c'est sur les nouveaux enjeux qu'il faut être prêt, parce que c'est pas qu'ils vont arriver, c'est qu'ils sont déjà là. Donc, il faut penser à de nouveaux séminaires de préparation où on fait toucher du doigt et où on rend créatifs les gens, les participants, dans cet univers. Et ouvrir aux citoyens acteurs, là encore, il faut tout réfléchir en matière de préparation des acteurs, non pas leur donner toute l'information, certes, il faut le faire, mais les mettre en position active et créative en situation pour laquelle tout le monde n'a pas les réponses. Et je me rappelle très bien de séminaires qu'on avait fait avec EDF. Ils venaient en disant, écoutez, on va travailler aujourd'hui. Il y avait 20 personnes d'EDF, 20 personnes extérieures, sur les situations que nous ne savons pas résoudre. Alors, les gens étaient complètement sidérés de voir pour une fois dans leur vie, une organisation disait, on ne sait pas, disant, on ne sait pas tout résoudre. Et instantanément, vous aviez une crédibilité d'EDF qui le faisait absolument extraordinaire. Ils osent le dire. Et c'était extrêmement créatif et positif. Discernement et audace, je recite encore Maurice Bellet, nous entrons dans un nouvel âge. La grande affaire ne sera pas d'avoir des solutions, ce sera le courage de porter les questions de telle manière que ce courage engendre quelque chose qui ne soit pas stérile. Et pour regagner la confiance, les dirigeants qui montrent que justement, on va rentrer avec courage en se posant ensemble de ces questions-là, c'est ça qui va permettre de renouer la confiance. Et je pense à Roll Williams, qui était le patron de l'aéroport de Nouvelle-Orléans, qui dit on a commencé à devenir intelligent au moment où on a arrêté avec les plans.
et qui a tout repensé, la manière de gérer son aéroport, qui sortait un peu du domaine de l'aéroport, parce qu'ils ont eu 27 naissances, etc., etc. Enfin, je vous passe les détails. Mais cette créativité instantanée avec son équipe fut absolument merveilleuse. J'avais aussi cet exemple de Michel Séguier. L'UNICEF l'avait envoyé pour une mission en Afrique de l'Est en lui disant, allez sur place, surtout faites pas de rapport, hein. Il y en a plein, ça sert à rien. Trouvez une idée si vous en trouvez une. Et il est revenu en disant, bah, le problème que vous avez, c'est que vous travaillez avec les hommes dans ces camps, ils sont tous en post-traumatique, vous ne pouvez rien en sortir. Vous devez travailler avec les femmes qui ont fabriqué des réseaux pour nourrir leurs enfants à l'intérieur des camps, mais dépêchez-vous, dans 3 semaines, c'est trop tard. Voilà une idée d'action en terrain totalement inconnu, sur lequel, mais bravo pour la mission qu'on lui avait donnée, et bravo pour le retour extrêmement fin et extrêmement intelligent qu'il avait. Mais avec cette idée, attention, dans 3 semaines, c'est trop tard. Et je vous laisse sur la couverture que nous avons choisie. J'ai vu que Lucie Préau, l'éditeur, est justement à Montréal et je crois est au webinaire. Donc, ça vient de sortir. Et l'idée que j'ai, c'est de partager avec vous pour réfléchir un peu et un clin d'œil pour Guylaine, avec qui nous étions il y a 2-3 ans, juste avant le Covid, en Mauricie, pour admirer les beautés de chez vous. Voilà, voilà l'introduction à l'été indien. Et maintenant, on va essayer de travailler ensemble et je vous écoute et j'essaye de réfléchir avec vous. Merci, merci infiniment, Monsieur Lagadec. C'est magnifique, c'est sublime. Et aussi, j'aime beaucoup votre appel à ce beau panel. Hein. Mine de rien, nous sommes 70 dans la salle. C'est vraiment, c'est des rares rencontres comme ça qu'on aura un aussi grand nombre. Je remercie aussi dans le chat Yves Briand qui vient de partager avec nous qu'actuellement, New York est en état d'urgence pour des inondations. 100 millimètres de pluie viennent de tomber en l'espace de 3 heures. Donc, je vois aussi que dans la salle, nous avons de nombreuses personnes issues de la sécurité civile. Vous avez la chance d'avoir ici un webinaire atelier/atelier. Donc, à vous la parole. Ouvrez vos micros, ouvrez vos caméras et puis c'est un espace d'échange. Est-ce que vous voulez que j'arrête le partage ou Si vous voulez, oui. moi, je vais essayer. Ah bah, j'y arrive pas. Toc, 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 toc. Valérie, tu es en mesure de le couper si tu veux le partage, toi, de ton côté. Excellent. C'est réussi. Donc, à vous la parole. Philippe, j'ai vu que tu viens d'ouvrir ta caméra. Philippe Gachon, c'est notre directeur général au risque. Je pense qu'il veut intervenir. D'abord, merci beaucoup, Patrick. C'est vraiment très inspirant. Je vais faire un bref commentaire. On est en plein dans le renouvellement. C'est exactement les idées du renouvellement du risque, des idées qu'on a besoin justement pour être plus innovant. Puis je vais poser une question, mais peut-être vous allez y répondre, puis ça va peut-être engendrer des commentaires ou d'autres questions. Juste avant de venir vous rejoindre, j'étais en discussion avec un journaliste qui me posait un peu ces questions-là à propos de ce qu'on vient de vivre, puis comment, c'est quoi les solutions? Alors, vous l'avez mentionné, il n'y a pas une solution. Je pense qu'il faut travailler aussi à chaque fois qu'on a de nouveaux éléments, être un peu plus innovant, puis poser les bonnes questions. Mais je reviens à ça, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. On vient effectivement de vivre, et l'année 2023 n'est pas terminée. On vient de mentionner les inondations à New York. L'ampleur du changement climatique cette année est peut-être un point de bascule ou quelque chose qui nous amène vraiment dans un autre état. Est-ce qu'on ne devrait pas justement, suite aux réflexions que vous venez de faire, peut-être collectivement, mais vraiment collectivement, mais partager prendre du recul avec ce qui vient de se passer, puis essayer de trouver une ou deux petites choses où on pourrait très rapidement passer à l'action. Parce que de plus en plus, on le voit, et vous l'avez mentionné, les événements se combinent dans l'espace, mais aussi dans le temps. Puis c'est plus un problème individuel ou d'un pays, c'est vraiment un problème collectif. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, puis peut-être aussi des personnes réagissent aussi sur cet élément-là.
si je me focalise sur une seule idée, ce serait que tout l'appareil responsable montre qu'on va faire travailler les équipes là-dessus. Écoutez, on n'a pas la carte, on n'a pas les réponses, mais au moins on a la détermination de prendre les questions telles qu'elles sont. Et comme on l'avait fait à Washington une fois, si quelqu'un sur le sujet que l'on traite a déjà la solution, on change de sujet et on prend des problèmes sur lesquels on sait très bien que personne n'a la solution au monde et on va travailler là-dessus. Donc l'idée, c'est je fais travailler mes équipes là-dessus. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en voyant le gouverneur de la province de Luxembourg en Belgique, qui était là avec modestie, humilité, en disant on a devant nous une tâche complexe, mais on va y travailler. Je n'ai pas la réponse, mais on va être intelligents ensemble. Et je pense que cette introduction est la seule tenable. Et si je prends justement ce qu'il ne faut pas faire, je me rappelle d'un retour d'expérience que nous avions fait à Lyon avec différentes autorités. Et l'autorité qui était en charge a conclu l'intervention en disant l'État n'a pas failli. Alors là, il ne reste plus rien, quoi, parce que vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Mais de montrer l'autorité en situation défensive et en disant je ne me pose pas de questions parce que tout est parfait, là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Il vaut beaucoup mieux des gens qui disent bah, écoutez, on va être intelligents ensemble, c'est la seule chose qui nous reste comme possibilité et on va réussir, on n'a pas le choix. Donc, c'est cette introduction et cette culture fondamentale qu'il faut pouvoir. Alors après, chaque institution, chaque organisme doit trouver les meilleures manières de le faire, mais avec cette tonalité quoi, de modestie et de détermination. Ouais, l'honnêteté, vous venez d'en parler, mais je ne veux pas reprendre la parole là, parce qu'il y a certainement les questions. C'est aussi une façon aussi de rejoindre et de mobiliser peut-être les gens aussi, ou au moins d'être l'humilité et aussi l'honnêteté finit par aussi rejoindre ou développer notre capacité aussi de développement d'intelligence collective. Et peut-être de prendre des initiatives qu'on n'aurait jamais prises il y a 3 ans, quoi. De dire à des citoyens, à des responsables d'écoles, d'hôpitaux, tenez, le prochain exercice, c'est vous qui allez le concevoir. On a des experts qui vont vous aider, mais c'est vous qui pilotez. Ça changerait un peu avec, surtout ne faites rien, il y aura des cars qui vont venir vous chercher, soyez gentils dans les files d'attente, quoi. Non, là, c'est bon. Et des initiatives qui montrent comme ça que l'autorité n'a pas peur, l'autorité s'engage, fait des choses extrêmement concrètes. Et en même temps, quand même, quand je parle de force de réflexion rapide, bah, il faut s'entraîner à le faire. Il faut les mettre et qu'elles soient opérationnelles. Donc, ça suppose de la préparation. Pas chronophage, mais il faut un minimum pour être capable, en cas de problème, de se saisir tout de suite de la situation en disant je ne le sens pas. Enfin, il faut tout de suite réfléchir, quoi. Si l'OMS dit que ce sujet-là n'est pas un problème international, bah, je sais tout de suite que je suis en crise majeure. J'ai perdu l'OMS, quoi, c'est tout. Donc, et ce n'est pas rassurant, c'est le contraire, quoi. Donc, une force de réflexion rapide, entraînée avec les dirigeants pour justement être capable de faire face et bah, d'être intelligent ensemble en situation pour laquelle l'intelligence manque. C'est très, très intéressant. Moi, je vais poser une question d'un point de vue d'un citoyen qui, lui, théoriquement, et puis je pense que dans la majorité des cas, les citoyens s'imaginent ou ont comme dans leur imaginaire comme quoi c'est le gouvernement qui va les protéger. Avoir travaillé en processus de rétablissement suite aux inondations, sincèrement, quand vous avez commencé, c'est la première phrase qu'on me dit au téléphone, on m'a laissé tomber. Je me sens toute seule. Je me sens tout seul. Puis, comme organisation municipale, on essaie de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a des actions qui s'organisent, puis qu'il y a une organisation derrière qui essaie de les soutenir. Mais comment changer aussi ces mentalités-là? Comment éduquer les gens aujourd'hui pendant ces situations-là pour leur dire, oui, on est là pour vous, mais aussi il faut que vous aussi, vous travaillez avec nous dans cet exercice-là collaboratif, parce que l'autre aussi, le retour du balancier, c'est que les gens vont se sentir un peu en stress, laissés à eux-mêmes. Où est le juste milieu, Monsieur Lagadec?
Si je prends l'anticipation, je me rappelle une fois, il y avait une journée scolaire et les pompiers étaient là et ils expliquaient aux petits élèves qui étaient là, des CM2, enfin des gens de 9-10 ans, ils leur disaient s'il y a un problème, t'en fais pas. On est là. Regarde le camion qu'on a là, le casque. Je dis oui, c'est bien, mais dites-leur aussi autre chose. Donnez-leur cet exemple de Tilly Smith, la jeune Britannique qui a sauvé 100 personnes. Et dites-leur, c'est peut-être toi qui sauveras les gens. Juste pour se mettre dans une autre logique. Oui, je suis là et je ferai tout ce que je peux, mais peut-être que c'est toi qui sauveras ta grand-mère, quoi. Donc, voilà. Et en situation, l'idée, c'est de trouver des personnes avec qui on puisse tout de suite travailler. Je me rappelle, lorsqu'il y a eu l'attentat sur Nice, le 14 juillet, quelqu'un qui était responsable enfin, du médical sur l'hôpital Lanval qui est sur la promenade des Anglais. Et c'est très troublant parce que c'est marqué hôpital psychiatrique, pédiatrique, pas hôpital pédiatrique. Pour les gens qui travaillent dans l'hôpital, c'est marqué pédiatrique. Pour les gens qui sont sur la promenade des Anglais qui sont tués ou blessés, c'est marqué hôpital. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivaient. Et la personne disait en conférence, oh, mais il n'y avait pas de policiers pour bloquer les gens à l'entrée. Et moi, ma réponse était, mais votre ressource, c'était les gens. C'est eux qui pouvaient peut-être dire, ben, attendez, mais allez à l'autre hôpital qui est un... Bon. Et eux, ils auraient été une ressource pour vous fantastique. Et ils auraient fait ça avec bonheur, parce qu'en plus, c'était éventuellement des gens de leur famille qui étaient traités en pédiatrique. Donc, et comment je peux faire ça? Mais ça ne vient pas parce que il faut que je leur donne toutes les réponses. Mais je leur dis, mais attendez, mais faites quelque chose et on va vous. Tenez, vous êtes informaticien, ben, on va vous utiliser parce que vous êtes extrêmement bon là-dessus, parce que vous allez pouvoir faire les réseaux sociaux plus que nous, parce qu'on a autre chose à faire. Mais c'est cette disposition mentale de dire, ben, j'arrive, poussez-vous, je fais et je ne sais pas faire. On dit que là, excusez-moi, là, c'est Boston qui appelle. Donc, c'est toute la manière de rentrer dans cette dynamique sociale. C'est pas évident, mais on peut le traiter en simulation pour s'habituer un peu à jouer ça. De ne pas se sentir coupable parce qu'on n'arrive pas avec toutes les solutions. Oui, Isabelle. Bonjour, Monsieur Lagadec. Là, merci beaucoup pour cette belle présentation. Malheureusement, je n'ai pas pu être là à toutes vos explications. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez fait j'étais professeur à ce moment-là à la Nouvelle-Orléans, puis vous étiez venu nous rencontrer pour justement faire un retour d'expérience qui s'est révélé extrêmement intéressant. Et justement, ma question est par rapport à cette fenêtre d'opportunité, même si c'est toujours très difficile à dire, cette fenêtre d'opportunité après les crises qui peuvent permettre ou non d'influencer un changement qui puisse renforcer la résilience. Et vous, dans votre expérience et dans l'ensemble des retours d'expérience que justement vous menez, que vous avez mené avec vos équipes, quels sont les gestes à poser et surtout les gestes à éviter? Parce qu'on se rend très bien compte que malheureusement, certains gestes, certaines politiques qu'on met en place vont malheureusement, puis on le voit très bien à la Nouvelle-Orléans, c'est un exemple malheureusement criant, ça peut créer plus d'inéquité, ça peut créer plus d'exclusion, même si finalement certaines populations vont quand même rester en sécurité. Donc, quelles seraient vos recommandations? Je prends un exemple concret, c'en est un. Bon. En 2000, je ne sais plus combien, l'autoroute du Sud a été complètement bloquée par 1 mètre de neige, 80 cm de neige en 20 minutes. On avait annoncé de la pluie. Ils ont eu un orage de neige. 4000 personnes bloquées pendant 36 heures. Et comme ils n'étaient pas très bien préparés, il y a la radio de l'autoroute qui disait tenez, c'est le printemps qui arrive, on va se faire de très bons plats, les oiseaux vont gazouiller, etc. Le truc, mais complètement fou. Et à la fin, on a même fait payer les gens qui étaient restés un peu trop longtemps sur l'autoroute. Et ça allait tellement mal que le président a fait une réunion
Et l'agence de communication qui était là est proposé au président de faire une communication sur le thème force majeure, ce n'est pas notre problème. J'ai dit non, ça, vous ne pouvez pas faire ça. Et on va faire complètement l'inverse. On va faire un retour d'expérience public et vous allez proposer par voie de presse à tous ceux qui veulent de venir. Alors certains étaient très très inquiets. On ne vous rendez pas compte? Bah si, je me rends compte, mais faire quelque chose de positif et quand même ce qu'il y a. Bon, alors après, j'ai passé une dizaine d'heures avec le président pour lui dire ne faites pas de grands discours sur le thème. Bah, c'est une autoroute, on n'y peut rien. De toute façon, il ne s'est rien passé et vous n'êtes pas très rationnel. Non. Vous avez droit à 90 secondes pour dire bonjour. Je crois qu'il y a eu un problème. Eh ben, on va vous écouter. Je vais m'asseoir. Si vous faites ça, vous avez gagné. Parce qu'on n'a jamais vu un dirigeant faire un truc pareil. Il a fait ça et c'était très bien. Et on a fait la séance en une après-midi, donc en 2 morceaux. La première, qu'est-ce que vous avez vécu? Et les gens étaient par table d'une dizaine de personnes. Et à la fin, ils avaient chaque table 3 minutes pour dire voilà ce que j'ai vécu. Personne n'a dépassé les 3 minutes sur les 10 tables qu'il y avait. Il y avait 120 personnes qui sont venues. Et deuxième partie, qu'est-ce que vous proposez? Ils ont été géniaux. Et ils ont eu encore 3 minutes. Et c'était assez époustouflant parce qu'il y a la télévision qui est venue. En général, ils prennent quelques images et ils partent. Ils étaient tellement sidérés de voir une assemblée qui travaillait comme ça et d'une manière extrêmement positive. Il y avait un camionneur qui a dit à la gendarmerie, vous ne pourrez jamais convaincre les Yougoslaves qu'il faut... mais si vous passez par moi, par la Sibie, moi, je vais pouvoir communiquer avec mes collègues yougoslaves. Et tout se mettait comme ça en interaction. Le responsable de la station-service a dit, bah, écoutez, si vous me donnez de la bonne information, moi, je peux être un lieu de vie. Voilà ce que je peux faire. C'était extraordinaire de voir tous ces gens qui travaillaient en même temps de façon extrêmement positive. Il y avait une grande fraternité qui se jouait là-dedans. Et on avait plus d'une centaine de personnes. On a eu une page entière dans le journal local. Enfin, on avait, voilà, j'avais suggéré que des collègues d'autres systèmes d'autoroute viennent, ils ne sont pas venus et quelques mois après, sur un autre système d'autoroute, ils ont eu un problème et ils sont tombés dans tous les panneaux, quoi. S'ils étaient venus et qu'ils avaient vu un peu tout ça, ils auraient travaillé avec les gens, ils auraient pu faire de l'anticipation, etc., etc. Voilà un exemple de comment j'ai pas peur, comment je fixe. Et puis, j'essaie d'éviter que quelqu'un vienne me dire qu'il a toutes les réponses, quoi, parce que là, c'est fini. Et là, il faut faire très, très attention parce que là, tout le monde s'en va. Voilà un exemple. Merci. Merci Isabelle pour la question. Merci Monsieur Lagadec. Guylaine, oui, à toi la parole. Oui, merci Manel. Merci Monsieur Lagadec. Effectivement, c'est toujours très intéressant. Je me souviens quand vous étiez venu au Québec la dernière fois, on avait eu beaucoup de belles discussions, puis entre autres, vous étiez prononcé sur les fameux PPI, les fameux plans particuliers d'intervention. Déjà, vous nous expliquez qu'il n'y a plus de repères, mais pourquoi les grandes organisations et comment? Pourquoi elles s'attachent, on imagine par sécurité, au PPI, mais comment on peut faire pour sortir de ces fameux PPI, ces fameux plans particuliers d'intervention? Je pense qu'il y a une culture fondamentale qui est dire globalement les choses sont sous contrôle, donc on les a mis dans des cases, on va vous donner les règles de ces cases, voilà les boutons sur lesquels on appuierait s'il y avait des cases, et évidemment il n'y a pas de questions. Donc on a toujours à peu près bien fait. Je pense que cette entrée en matière, c'est du suicide instantané, quoi, parce que personne n'y croit plus, quoi. Et on a vu à partir de ce qui s'est passé à Rouen, voilà, il y a 2 ans, attendez, mais qui peut croire quoi que ce soit, quoi? Alors maintenant, on a des systèmes. Alors on a développé le cell broadcast, mais on ne le déclenche jamais, quoi. Parce que on ne s'est pas entraîné, donc on ne sait pas ce qu'on met dedans. Et puis, qui va mettre quelque chose dedans? Donc, le temps que ça vienne, et donc ça se termine par il n'y a pas de risque immédiat, quoi. Voilà. Puis après, on dit, bah, maintenant, on va faire des analyses, quoi. Et puis le Premier ministre arrive en disant, il n'y a rien.
Et c'est la ministre de la Santé qui arrive en disant, écoutez, c'est pas si clair, on va peut-être faire autre chose. Mais alors, attendez, il va peut-être vous entendre. Donc, je pense qu'il y a une question d'entrer dans ces systèmes-là, d'entrer en matière de modestie, qui, si ça manque, dans un système ouvert, il n'y a plus aucune chance. Puisque de toute façon, ça sera ouvert. Donc, le moindre problème qui se pose, c'est tout qui s'effondre. Et là, la dernière fois qu'il y a eu un problème à Rouen, bah, c'est les maires qui ont fait la formation avant que le préfet se décide à ne pas en faire, quoi. Donc, ce sont des logiques qu'il faut revoir, quoi, fondamentalement. Autrement, on ira de défiance en défiance, quoi. Et ça bloquera. Et pendant ce temps-là, on fait des séminaires sur la communication, la bienveillance, le machin, le truc. Mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut aujourd'hui. Attendez, on s'y prend comment? Et qu'est-ce que dit le dirigeant qui arrive? C'est plutôt sur le mode. Et attendez, je crois que dans la salle, personne n'a la réponse absolue à tous les problèmes qu'on a posés. D'accord, bah maintenant on peut commencer à travailler. Voilà, c'est une autre entrée en matière que de dire, écoutez, on va vous exposer tous les plans et vous verrez que vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de problème. Voilà, et là, c'est lui qui peut rentrer chez lui. Hein, donc, Merci beaucoup. On a Isabelle Aubry qui veut poser une question. Votre micro, Isabelle. Oui, Oui, parfait. c'est ça, je le cherchais. Bonjour, hyper intéressant, merci beaucoup. Contrairement peut-être à d'autres personnes sur le panel, sur les participations aujourd'hui, moi, je suis organisatrice communautaire en milieu 6 et on m'a justement attribué le dossier environnement, changement climatique et depuis ça là, je plonge là-dedans. Et j'entends beaucoup de choses qui me parlent énormément. Puis moi, la question que je me pose, parce qu'on est à réfléchir aussi tout comment augmenter la résilience communautaire, je me rends compte que nos systèmes sont rapidement dépassés. Moi, je viens de la région de Gatineau où il y a eu quand même des tornades, il y a eu deux inondations et c'est souvent dans des quartiers où les gens sont extrêmement vulnérables, déjà défavorisés auparavant, qui vivent une succession d'événements climatiques qui affaiblissent et affaiblissent et affaiblissent. Et là, je me dis, comment on peut, dans nos communautés, ou quelle piste, est-ce que c'est un modèle qu'on peut suivre? Parce que je pense que de plus en plus, il faut miser sur l'empowerment des gens puis dire, oui, il y a les installations, oui, il y a ça qu'on peut faire, mais comment, comme communauté, on peut se préparer? Est-ce que vous avez des guidelines? Est-ce qu'on prend simplement, on s'assoit avec eux puis on leur dit, écoutez, on n'a pas toutes les réponses. Voici qui peut faire quoi, mais jusqu'à quel point? Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'à un moment donné, même les organismes qui viennent en aide aux gens, après plusieurs fois, ben, il y a une notion de protection aussi de leurs propres employés, parce que ces gens-là sont parfois même eux-mêmes sinistrés, eux-mêmes. Donc, ça devient que les ressources sont essoufflées. Alors, je me dis, comment on peut soutenir des communautés qui sont déjà vulnérables, qui sont déjà affectées de façon répétitive, à des choses qui vont peut-être devenir de plus en plus grosses? Est-ce qu'on a des pistes pour travailler avec nos communautés, pour les aider justement à pas attendre, mais à s'organiser? Parce que moi, c'est ce que je retiens beaucoup, c'est on n'a pas toutes les réponses, mais vous, quelles sont vos propositions de réponse? Comment on pense qu'on peut s'organiser? Puis comment on peut attacher ça avec vos forces, vos ressources, puis ce qui est en place, tu sais? Fait que moi, j'avais le goût d'avoir votre input. Comment vous le voyez? Comment on peut préparer justement l'impossible, si je peux dire, avec des communautés déjà affaiblies? C'est sûr que le sujet est extrêmement lourd parce que vous êtes sur des gens affaiblis qui, en plus, subissent des méga chocs qui submergent. Et c'est difficile de leur dire, attendez, je viens, mais en plus, je n'ai pas les réponses. On peut pas Mais en faire fait, ça. ils le savent déjà. Ils le savent, ils l'ont vécu. Ah oui. Et donc, si vous commencez à dire autre chose, vous trichez, vous êtes dehors. Donc, je pense que la seule solution, c'est pour ça que je citais Michel Séguier, qu'on a envoyé dans des situations, mais vraiment extrêmement. Il disait population en mode survie, quoi. Et Avec qui une a logique perdu de mort. confiance en ces institutions. Voilà. Donc, moi, si je devais le faire, ce serait une immense modestie en disant que je suis vraiment désolé. Absolument. Je Absolument. viens pas avec une valise de PowerPoint. J'ai rien.
Et bon, on verra après comment je peux éventuellement ajouter des choses, mais le principal, c'est et vous, là? Comment vous allez pouvoir faire, je ne sais pas moi, de l'information rapide entre vous, de la formation des plus jeunes chez vous? Est-ce qu'on pourrait faire un tout petit exercice chez vous avec votre école? Euh, et qu'est-ce que dirait la directrice ou le directeur de l'école sur ce qui serait le plus intéressant pour lui? Qu'est-ce qui vous serait le plus utile? Et de recommencer comme ça par la base pour petit à petit créer de la confiance en disant, bon, les gens qui sont venus, ils étaient peut-être pas très doués, mais au moins ils nous ont écoutés. Euh, ils vont nous apporter quand même quelque chose, mais ça repose sur nous, quoi. Et donc, en gros, ben oui, c'est ça. Mais au moins, on triche pas, quoi. Et c'est ça qui me semble le plus important. Il n'y a Absolument. personne qui triche, quoi. Qui va à l'encontre de toutes ces idées en disant, bah, je suis un peu le shérif, le cow-boy, etc. J'arrive et puis j'ai des galons et puis j'ai un gros Ah non, on camion. n'est pas là pour tout, là. On n'a pas assuré, là. On Là, n'a c'est pas fini, assuré. là. On Ouais, a ouais. assuré le minimum, mais la préoccupation, c'est que si c'est plus gros que ce qu'on a déjà connu, je pense qu'avec toutes les bonnes organisations, on est ailleurs dans l'ampleur des affaires. On est ailleurs. Tu sais, on fait face à des choses qu'on n'a jamais vues. Fait que je pense qu'effectivement, ça prend de l'humilité, mais Alors, je ferai un pas de plus en leur disant, personne au monde n'a la réponse. Mais ce que nous allons faire avec vous, ça, j'en avais discuté avec Guylaine quand on s'était vu en Mauricie, on va le faire aussi avec d'autres acteurs comme vous, ailleurs dans la province, et on verra les, les différentes idées, la manière dont ça se passe. Et après, on vous fera rencontrer les autres personnes. Et éventuellement, si ça vous intéresse, on aurait pu faire une simulation chez vous et chez eux. Eux, ils viendraient comme observateurs pendant qu'on simule avec vous, et vous, observateurs, pendant qu'on fait chez les autres. Et ça ferait 2 municipalités ou 2 régions dans lesquelles on a fait une expérience, et après, on va en tirer des éléments, et on va construire comme ça petit à petit avec vous. Et ça fera non pas un rapport officiel, mais ça sera qu'est-ce qui monte lorsqu'on fait confiance et qu'on travaille avec les gens. Alors, ça reste extrêmement limité, mais pour le moment, je ne vois pas qu'on puisse arriver en surplomb en disant non, j'arrive de Québec, ça va le faire. Non, 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 ça non, ne non, marchera non. pas. Il faut que ça parte en bas. Il faut que ça parte d'en bas. Absolument. Et ça me semble la seule possibilité, tout en leur disant, attendez, tout ce que vous pensez qu'on peut faire, qui soit raisonnable, je vais le noter et on verra ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et on vous le dira, ou ce qu'on pourrait faire mais qui vaudrait tellement cher que vraiment, ce n'est pas pour demain. Mais petit à petit, mettre en place un contrat de confiance, mais dans la dynamique, quoi, dans des initiatives et pas seulement, mais on va se réunir pour travailler sur tout ce qu'on ne sait pas faire, quoi. Non, c'est pas ça non plus. On se met en activité euh, bah, pour construire des capacités entre nous. Alors, ça reste flou comme ça, mais je pense qu'en passant par l'expérience concrète, on peut construire quelque chose. C'est ce qu'on avait discuté avec Guylaine. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus. Parce que je sais qu'à la dernière inondation, il y a eu vraiment un mouvement citoyen où il y a eu des créations de pages web, où les gens, entre eux, se sont donné des choses. Puis c'est comme si je me pose la question, est-ce qu'en quelque part, le message, c'est pas aussi, oui, on peut regarder avec les institutions en place, mais comment entre vous aussi? Puis peut-être avoir le réflexe au niveau de dire, oui, je peux avoir de l'aide, mais il va falloir aussi que je fasse partie de l'aide. Bah, si vous allez sur mon site, vous avez une interview d'un maire de l'île de Ré qui, pendant la tempête Xynthia, a eu un problème majeur. Et on lui a dit, ça va être épouvantable à 10 heures le soir. Et ce qu'il a fait, c'est très intéressant, il a appelé les 3 associations de tourisme qu'il y avait là-dedans, qui, eux, avaient des réseaux Internet, et il leur a dit, vous allez pouvoir toucher d'un coup 600 personnes, moi, je ne peux pas le faire. Et moi, je vais me réserver d'aller voir les personnes âgées que moi, je connais et qui n'ont pas Internet. Ben, voilà, tout de suite. Et il n'a pas dit, je suis humilié parce que je vous demande. Non, non. Et les autres étaient super contents de Oui. participer à ça. Et c'est ça qu'il faut créer. Bon, ça, c'est l'exemple qu'il a eu, lui, mais c'est le terreau qu'il faut mettre en place pour être capable petit à petit de reconstruire de la confiance. Avec toutes les critiques qu'il y aura, c'est normal. Ils ont raison. OK. Merci. 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 Guylaine, tu voulais prendre la parole? Ben, en fait, Madame Aubry disait qu'il faut que ça parte d'en bas.
Patrick aussi, mais est-ce qu'on se tire pas un peu dans le pied aussi quand ça part, les messages qui partent d'en haut présentement, il y a comme un discours qui doit changer. Je prends l'exemple des fameux exercices d'alerte. Tantôt, Patrick, vous parliez des cell broadcasts. Quand on fait des exercices d'alerte, on dit aux citoyens, vous n'avez rien à faire. Ça serait tellement des belles opportunités de mobiliser les citoyens pour leur demander de poser des gestes dans un cas réel quand il y aurait une alerte comme celle-là. Vous auriez tel geste à poser, mais encore une fois, c'est comme si on parlait un peu des deux côtés de la bouche, puis je m'excuse de dire ça, dans le sens où on veut que les citoyens soient responsables et posent des actions, mais de l'autre côté, quand on fait des actions d'un point de vue des autorités, on leur dit qu'ils n'ont rien à faire. Comment on peut faire pour changer ce discours-là, puis que finalement le message, le discours des autorités vienne rejoindre celui de la base là, aussi, pour que de plus en plus les citoyens se sentent vraiment concernés parce qu'ils périodiquement, ils sont appelés à poser des gestes et pas juste quand il y a des interventions. Bah, c'est assez effrayant parce que quand je vois un exercice, c'est toujours ne paniquez pas. Il y aura un exercice, ne paniquez pas. Et 2, ne faites rien. Et à chaque fois, je réagis en disant, mais vous pourriez peut-être très bien dire, on va faire un exercice, voilà. Au moins, si vous pouviez regarder, est-ce que vous avez cette valise d'urgence qu'on vous dit toujours d'avoir? Est-ce que vous avez les 3 téléphones? On les met en activité dans une situation. Et non pas dire surtout, ne paniquez pas et ne faites rien. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Enfin, une fois qu'on leur a dit ça, et est-ce que ce que ça dit, la communication, le fond, c'est écoutez, je suis autorité, hein, mais je suis terrorisé. Hein. C'est ça qui passe comme. Je peux rien faire d'autre que de vous dire de disparaître, quoi. Bon, c'est terrorisant. Et donc, c'est ça qu'il faut changer, quoi. Donc, un petit séminaire avec les autorités sur le thème, voilà, vous devez déclencher une alerte et vous ne savez pas pourquoi, pas très bien. Qu'est-ce que vous mettez là comme information? Et puis, fabriquer 5-6 situations comme ça, justement pour qu'ils ne tombent pas dans le piège immédiat de dire il ne se passe rien, quoi. Il y aura un peu de vent, bon, c'est pas grave, juste 300 km/h, mais ça devrait aller. Voilà. Donc là, il y a un travail de fond culturel à faire. Autrement, c'est immédiatement, ne paniquez pas, il n'y a rien à faire et tout est sous contrôle. Merci. Oui, merci beaucoup. On a Antoine Joanneau qui vient de nous faire un petit commentaire sur l'aide locale. Il dit que notre exemple, c'était lors des attentats du Bataclan, une adolescente qui a recensé méthodiquement les personnes recherchées pour mettre en relation les proches et ceux qui avaient éventuellement de l'information. Merci beaucoup, Antoine. Un excellent commentaire. Est-ce que vous avez des commentaires sur le Bataclan, Monsieur Lagadec? Non, je laisse Antoine parce que c'est un pro. Hein. Donc, non, c'est tout à fait. Ces choses émergentes qui arrivent. Oui, je me rappelle ce que disait le conseiller spécial du patron de la FEMA pendant Sandy. Il a créé 3 cellules. La première, détection des failles pour immédiatement corriger. Deuxième, détection des initiatives émergentes comme celle de cette jeune. Et troisièmement, incroyable, une cellule invention. Bon, ça, j'ai jamais vu faire ça. C'est extraordinaire, quoi. Donc, ça suppose détection des failles, beaucoup de modestie, d'humilité, et puis de la propos de réactivité. Initiative émergente, c'est je fais confiance aux citoyens, il va se passer des choses, et il faut au moins Et puis, s'il y a des choses qui sont pénalisantes, comme ça, je peux les arrêter. Et puis, invention, mais bon, la seule chose, c'est que ça suppose d'avoir un peu travaillé avant, parce qu'autrement, on n'invente rien. Hein. On fera que dire, soyons pas pessimistes, on va finir par s'en sortir, l'humanité en a déjà vu pire, et si c'est fini, c'est pas grave. Quoi. Donc, non, il faut vraiment travailler avant. Quoi. Absolument, absolument. Oui. Philippe, merci. Bon, rapidement, parce que vous me faites penser à plusieurs choses. Si je résume vos propos, puisqu'on vient d'écouter, évidemment, je partage votre point de vue à ce point de vue-là. En ce moment, on investit beaucoup sur l'intelligence artificielle, mais vraiment beaucoup. Est-ce qu'on ne devrait pas justement un peu plus investir sur l'intelligence humaine, établir des relations de confiance, baisser la garde,
s'assurer encore une fois qu'on mobilise les connaissances pratiques, l'intelligence du milieu, mais très rapidement. Puis vous venez de citer en plus la FEMA qui effectivement non pas nécessairement une structure qui aurait, on pensait justement mis en place des cellules, enfin des initiatives comme ça, mais est-ce que c'est la même chose en Europe versus ici peut-être en Amérique du Nord? Est-ce que cet recours à une technologie excessive n'est pas justement un handicap ou une limite à être capable de justement de mobiliser l'intelligence humaine? Et j'y pense vraiment parce que un des personnes qui nous avait échangé à un moment donné sur le cyclone d'Irma, à force de faire référence tout le temps à la technologie pour s'en sortir, notamment les téléphones cellulaires. Juste pour prendre un exemple, la première chose qui tombe quand on a un cyclone, c'est évidemment les tours. Les gens avaient complètement oublié de recharger leur talkie-walkie et puis incapables de se communiquer entre eux. Fait que j'aimerais ça peut-être vous écouter justement sur comment remobiliser cette intelligence humaine et arrêter s'en remettre tout le temps systématiquement à la technologie ou l'artificialisation de nos rapports humains et de la communication entre nous. Bah, j'avais posé une question un jour à ChatGPT. Je ne suis pas expert, hein, mais j'avais posé la question, voilà, vous êtes avant l'invention de l'électricité, comment vous améliorez la bougie? Et la réaction que j'ai eue, c'était très intelligent, hein. Après, j'ai eu d'autres réactions beaucoup moins intelligentes. C'est de dire, je suis désolé, je suis l'intelligence artificielle, je peux améliorer la bougie, mais je ne peux pas inventer l'électricité. Or, il me semble qu'on va être dans un milieu de plus en plus nouveau, avec des mutations extrêmement rapides, et que l'intelligence artificielle, certes, ça me comprime d'une manière flash tout ce qu'on connaît, mais si jamais il s'agit d'inventer, et si jamais il s'agit de développer la confiance pour que l'invention puisse être collective, bah, compresser ce qui est connu à l'intérieur d'archives qui sont, ça ne va pas le faire. Donc, en situation stable, c'est magnifique parce que ça va beaucoup plus vite que n'importe quoi. Sur des cellules à l'intérieur des problématiques, ça peut m'aider. Mais pour construire une réponse globale, participative à une situation inconnue, attention, quoi. Bon. Donc, je mets une équipe sur l'intelligence artificielle, trouvez-moi ce qu'il y a là-dedans, puis une équipe sur l'invention, hein, parce qu'on ne va pas le trouver je crois, dans l'intelligence artificielle. Sauf elle pourra peut-être vous dire qui j'ai oublié. Bon, faites attention à ça. Bon, je suis très ouvert, mais attention, c'est les deux dimensions, nouveauté radicale et puis nécessité d'un rhizome, enfin de réseau qui soit actif et inventif entre les uns et les autres. Et si on leur donne l'appuyer sur le bouton, ça ne va pas le faire, ça ne va pas être click and collect tout de suite, hein, avec l'intelligence artificielle. Mais effectivement, c'est tellement facile aujourd'hui de se dire, ça y est, on va confier ça à la technologie, ça ira bien. Ça permettra de faire des exposés à des pauvres citoyens en leur disant, taisez-vous, moi j'ai une intelligence artificielle bien meilleure que votre intelligence naturelle. Et c'est encore fichu parce que le jour où ça arrive, l'intelligence artificielle sera sous l'eau. Donc, bon. J'ai une question par rapport aux autorités, c'est-à-dire comment les autorités avec lesquelles vous avez travaillé, M. Lagadec, comment ils s'étaient convaincus, comment ils étaient persuadés et puis comment ils ont adhéré à cet exercice-là d'humilité et de travailler avec le terrain, parce que parfois, comme je vous disais tout à l'heure, parfois c'est une volonté aussi de garder comme vous avez dit tout à l'heure, le gouvernement, il dit, nous, on a tout fait bon. Donc, généralement, le message du politique, c'est que nous, on a les meilleurs plans. Comme on l'a vu dans la vidéo, la madame, elle a un gros classeur rempli avec, mais est-ce qu'elle maîtrise vraiment ce qu'il y a là-dedans, le PPI, Guylaine? Donc, est-ce qu'on maîtrise vraiment le contenu? Est-ce qu'on le connaît? Et comment les politiciens descendent un peu de leur tour d'ivoire et puis avoir la modestie de bénéficier de cette intelligence collective, de cette intelligence citoyenne, de leur communauté, de faire confiance aussi à l'autre. Si vous suivez en ce moment l'actualité belge, vous pouvez voir Gilles Mayeux, qui est gouverneur du Brabant wallon. C'est magnifique, quoi. Il va sur le terrain avec les citoyens. On va bosser ensemble. Et donc, il y a une dimension personnelle absolument capitale. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque sur l'autoroute,
j'ai vu que le point principal sur lequel il fallait passer du temps, c'est de passer du temps avec le président pour dire attention, les 30 premières secondes de cette intervention sont absolument capitales. Si on les loupe, c'est fini. Et donc, comment faire en sorte que celui qui est au plus haut niveau soit capable de se mettre exactement dans la tonalité. Ça me rappelle ce qui vous est arrivé sur l'épisode de Verglas, quand le Premier ministre, sa première intervention sur Radio-Canada, il rit et il dit « Ah ben, je suis comme tout le monde, hein, je me suis fait coincer à Montréal. Hein. » Ben, ça y est, c'est fini. Il n'a pas dit « Bon, j'étais dans un hélico, tranquille, peinard, voilà. Et puis, vous, en pauvre. » Non, non, attendez, je crois que je me suis fait piéger comme tout le monde. Maintenant, on pouvoir… Mais c'est rien, hein. Mais en 15 secondes, c'est fini. Et ça, ça me semble tout à fait important à cultiver au plus haut niveau, qui ne se réfugie pas par terreur dans « je sais tout, j'ai mes équipes, on va coordonner toutes les réponses, et puis surtout, taisez-vous quand je dialogue. » quoi. Donc, c'est vraiment… s'il n'y avait pas de problème ou s'ils étaient faciles à résoudre, je ne serais pas là. Donc, si je suis là, c'est parce qu'il y a besoin à la fois de vous apporter quelque chose de nouveau et discuter avec vous pour savoir qu'est-ce qui serait pertinent. Donc, c'est cette entrée en matière, mais ça demande beaucoup de travail parce que si vous n'êtes pas préparé, c'est immédiatement de la provocation. Parce que c'est terrorisant, quoi, pour celui qui est responsable. Mais je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour être responsable, voilà, comme ça, de grands processus, de dossiers. Mais je n'ai jamais été tellement habitué à être sur un terrain confronté à des gens qui sont en situation terrible, quoi. Et ça me rappelle un peu ce qu'avait fait, encore une fois, le patron de l'aéroport de Nouvelle-Orléans, quoi. Il est avec ces gens et il se serait fait tuer pour lui à la fin, quoi. C'est tout à fait remarquable, avec une équipe de crise qui voyait à la télévision ses propres logements sous l'eau. Donc, il avait des gens qui géraient la crise, qui étaient eux-mêmes en crise, quoi. C'est ça qu'il devait tenir. Et quand on est allé le voir, c'était magnifique, quoi. Il a fait parler chacun. On lui de parler. Et à la fin, je me suis dit, mais c'est incroyable. Au lieu de faire venir une équipe de psy, il a fait exprimer et valoriser son équipe auprès de la première équipe internationale qui venait les écouter. C'est magnifique, quoi. Et c'est comme ça qu'on se fait une crédibilité et un leadership tout à fait extraordinaire. Mais en gros, on n'est pas trop préparé à ça dans les logiques habituelles. On n'est pas jugé là-dessus, quoi. On est jugé plutôt sur la capacité à fabriquer du tableau Excel, quoi. C'est pour ça que dans mon bouquin récemment, je disais qu'il va falloir que dans les grandes institutions d'enseignement, il y ait des cours ou des lieux où on travaille sur l'inconnu. Et ça me semble assez porteur. Très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Lagadec. Si on n'a plus d'autres questions, je pense qu'il est 13h11. On voit déjà une trentaine de personnes qui sont, je pense, parties pour leur réunion. Donc, on vous remercie du fond du cœur. Au plaisir de vous voir ici parmi nous au Québec, peut-être pour la signature de votre livre. C'était très intéressant. Je laisse le mot de la fin à Philippe. Ah, définitivement. Est-ce que vous avez d'ailleurs une date de votre venue au Québec? Parce que c'est clair que on va être plusieurs à être très intéressés non seulement à vous voir, mais aussi assister à votre lancement du livre. Est-ce que c'est au mois de Pour le moment, automne? j'ai aucune date pour le moment. OK. Bon, informez-nous parce que effectivement, c'est très intéressant. Moi, c'est clair qu'on est plusieurs ici à vouloir avoir vraiment. Vous nous avez donné le goût non seulement de lire ce livre-là, mais certainement les précédents pour ceux qui ne l'ont pas lu. Cette réflexion est vraiment tout à fait pertinente. L'intelligence humaine et celle du cœur aussi est celle qui, à mon avis, nous emmènera le plus loin. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment un partage très, très intéressant. Votre approche est tout à fait non seulement plausible, tangible, surtout dans le contexte, évidemment, qui nous affecte en ce moment en 2023 avec tout ce qui se passe. Donc, on va vous souhaiter une très belle fin de journée et puis au plaisir de se revoir et d'échanger avec vous le plus rapidement possible. Ça nous a donné le goût de poursuivre tout ça. Voilà. Merci encore au Québec, une fois encore, particulièrement stimulant, bienveillant, sympathique et vraiment créatif, quoi. Merci beaucoup.